Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, vers une levée des sanctions onusiennes contre l'Érythrée, sous le coup depuis 2009 de sanctions pour son soutien présumé aux djihadistes en Somalie. Des accusations toujours niées par le gouvernement d'Asmara. Le Conseil de sécurité doit se prononcer le 14 novembre. Une levée des sanctions. Quel message de l'ONU envoyé à ce régime controversé, l'un des plus fermés au monde? On en parle dans la première partie de cette émission. Nouvelle alerte de l'OMS sur le risque de propagation du virus Ebola, maladie qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. 186 morts depuis le mois d'août. Certains pays voisins tentent de se préparer au pire, à l'instar du Soudan du Sud. Les vendeurs à la sauvette toujours proscrits dans la capitale ivoirienne. Le bras de fer se poursuit entre eux et le gouvernement qui continue de brandir la loi interdisant la vente de rue non autorisée. Et pour en parler avec moi ce soir, Monsieur Roger Bama, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, vous êtes chercheur responsable du groupe Afrique subsaharienne à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. À mes côtés également Alfred Chongo, notre éditorialiste. Bonsoir Alfred. Bonsoir, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, un immense bonheur de le retrouver ce soir. Merci Alfred. Et à vos côtés, Monsieur Salif Kone, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de défense. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On passe tout de suite à notre premier débat. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à lever les sanctions contre l'Érythrée. Des sanctions du Conseil de sécurité en vigueur depuis 2009. Elles incluent un embargo sur les armes, mais aussi des sanctions financières et ciblées pour l'appui présumé de l'Érythrée à des groupes armés en Somalie. La Grande-Bretagne a fait circuler un projet de résolution ce jeudi. Le Conseil de sécurité, lui, doit le voter le 14 novembre prochain. Côté américain, cette levée des sanctions aurait été approuvée. Le conseiller de la sécurité, John Bolton, aurait en effet personnellement déjà validé la fin des sanctions. Les précisions de Sharon Kamara. Après son rapprochement avec l'Éthiopie, l'Érythrée pourrait bientôt sortir de l'embargo imposé par l'ONU. En effet, au Conseil de sécurité des Nations Unies, un projet de résolution appelant à lever l'embargo sur les armes, les interdictions de voyage et les gels d'avoirs devrait être accepté dans les jours à venir. Tous les signaux sont au vert pour que l'Érythrée puisse bénéficier d'un retrait, d'une annulation des sanctions, qui en plus est souhaité, aussi fortement souhaité par son voisin éthiopien, qui au niveau de l'ONU n'a ménagé aucun effort pour justement obtenir ce retrait. Alors que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU devaient voter le 14 novembre prochain pour renouveler les sanctions contre la Somalie et l'Érythrée, la donne a changé et le pays est en passe de sortir de cet embargo. Les États-Unis, qui exigeaient de voir ces mesures prolongées malgré l'accord de paix avec l'Éthiopie, ont abandonné cette idée, ce qui facilitera l'adoption du projet. L'Érythrée reviendra dans le giron international. Elle pourra rebénéficier de tout ce que Tchad pourra remettre en place des relations commerciales avec tous ses voisins sans avoir peur de sanctions. Les Américains reviendront aussi dans le jeu. Donc en fait, tout ça va concourir à aider cette jeune nation quelque part, parce que ça fait pas très longtemps qu'elle est souveraine, à pouvoir se développer, pouvoir justement exploiter ses matières premières. Pour rappel, c'est en 2009 que l'embargo sur l'Érythrée a été adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le pays était alors accusé de soutenir des djihadistes qui sévissaient en Somalie, une accusation que le gouvernement érythréen a toujours niée. Alors, l'Érythrée est accusée par ailleurs de pratiquer la torture, des procès extrajudiciaires, en tout cas beaucoup d'entraves à la liberté, aux droits de l'homme, pardonnez-moi. Roger Bama, est-ce que cette levée des sanctions n'est pas un mauvais signal envoyé là de la part de l'ONU vis-à-vis de ce régime qui demeure l'un des plus fermés au monde ? Madame, permettez-moi de commencer par vous remercier de m'avoir invité à cette émission et aussi de saluer les téléspectateurs africains qui nous suivent en ce moment aussi. Merci. Mauvais signe, j'ai envie de dire deux choses. D'abord, par rapport à l'Érythrée, c'est plutôt une bonne chose
pour le gouvernement érythréen et pour le peuple érythréen qui se trouve dans une situation très difficile avec l'embargo. Et donc l'ouverture, la démarche diplomatique, le fait de signer les accords de paix avec l'Éthiopie lui permet de vivre en bon terme avec son voisinage. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le geste que l'ONU veut faire vis-à-vis de l'Érythrée. Peut peut-être inciter d'autres pouvoirs, d'autres gouvernements à avoir plus d'ouverture, à avoir des attitudes plus diplomatiques, pacifistes vis-à-vis des pays voisins. Voilà. Alors, Alfred Chango, cette levée, c'est en tout cas dans un premier temps pour féliciter en quelque sorte ce rapprochement opéré il y a quelques mois entre l'Éthiopie et l'Érythrée, mais ça c'est une chose. Mais de l'autre, aucun signe de la part du régime érythréen, en tout cas pas d'évolution depuis cette date. Donc ça pose quand même la question de la pertinence de cette levée des sanctions. Ça pose la question effectivement, Zahra, de la pertinence de la levée de ces sanctions. Mais en même temps, il faut s'inscrire dans le cadre global de la situation de la Corne de l'Afrique. C'est-à-dire que là, on est, j'allais dire qu'il y a un alignement des astres qui fait qu'on est dans une séquence extraordinaire. Il y a 3 mois, 4 mois, personne n'aurait prédit justement ce rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Il y a 3 mois, personne n'aurait prévu le rapprochement de l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie et Djibouti. Donc il y a tout un processus qui est en train d'amener la paix dans cette région-là, et je crois qu'il faut saisir cette occasion pour encourager tous les protagonistes à aller dans ce sens-là. Ça, c'est une première remarque. La seconde, on ne peut pas attendre d'un régime qui a vécu dans la soupçonnite des attaques de ses voisins, que ce soit l'Éthiopie ou Djibouti, et attendre qu'il y ait cette ouverture immédiatement, cette libéralisation du système. Donc c'est tout un processus qui est en train de se mettre en place. D'autant que l'Érythrée, quand même, est pointée depuis longtemps par toutes les institutions internationales pour le fait que il y a ces violations des droits de l'homme, mais surtout que beaucoup d'Érythréens font partie de ces réfugiés qui meurent dans le désert ou qui se retrouvent en Europe, etc. Et que donc le régime érythréen a bien besoin justement qu'on desserre cet étau-là pour lui permettre de rentrer dans le jeu diplomatique sous-régional et dans le jeu diplomatique international, et peut-être aller plus loin justement que simplement ces gestes de bonne volonté envers les voisins immédiats. Salif Koné. Alors moi je pense que cet appel de l'ONU est la bienvenue, dans la mesure où elle va permettre aujourd'hui de donner une nouvelle chance à l'Érythrée, aujourd'hui, de pouvoir se replacer sur la scène internationale. On se rend compte que depuis 1993, l'Érythrée dirige ce pays-là avec une main de fer sur les populations qui souffrent. Parce que malgré on s'est rendu compte aussi que depuis des années, les sanctions financières sur l'embargo ou un truc ne touchent pas le régime en lui-même. C'est les populations au quotidien qui souffrent de ces sanctions-là. Donc aujourd'hui, je pense que cette ouverture au niveau international pour l'Érythrée va permettre aux populations d'avoir un peu un bol d'oxygène, et puis au gouvernement de saisir la pêche qu'il leur a donnée et d'avoir une meilleure vision dans la région. Mais est-ce que la communauté internationale, en tout cas l'ONU, n'aurait pas pu exiger plus de garanties avant de lever ces sanctions ? Alors c'est ce que d'ailleurs la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis également voulaient au départ, mais ces derniers jours on a assisté en tout cas à une accélération. Je pense que ces sanctions, depuis l'arrivée du Premier ministre éthiopien, on s'est rendu compte que le climat s'est amélioré. Ah oui, il y a eu des déplacements, les déplacements du Premier ministre dans les deux camps, donc on voit que... Alors, mais ça c'est uniquement dans les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée, mais le régime érythréen en lui-même n'a pas changé.
En tout cas, aucun signe d'ouverture depuis le mois de juillet avec la signature de l'accord de paix. D'accord, mais il faut quand même faire remarquer que les motifs principaux de l'imposition de l'embargo, c'était le fait qu'on pensait que l'Érythrée avait du soutien aux milices des Chebab en Somalie. Et il semble que les enquêteurs sont allés sur place et n'ont pas trouvé les preuves de ce soutien dont on accuse l'Érythrée. Donc, partant de là, tout ça a levé les résistances de la part des États-Unis, de la part des pays occidentaux en général. Le fait qu'il y ait un rapprochement avec les pays voisins, c'est un plus pour montrer une bonne image du régime érythréen. Je crois effectivement qu'on ne peut pas attendre que, au bout simplement de 3 mois, hein, c'est cet été qu'il y a cette accélération de l'histoire dans la Corne de l'Afrique. On ne peut pas attendre que, dans un si court délai, que les choses changent comme d'un coup de baguette magique. C'est un processus qui se met en place. Et de toute façon, Isaias Afewerki sait très bien que s'il n'ouvre pas à l'intérieur même cet espace de liberté qu'il est en train d'acquérir au point de vue diplomatique par rapport à la région et dans son retour dans la communauté internationale, ça va se retourner forcément contre lui. Le mouvement de l'histoire dans la Corne de l'Afrique aujourd'hui, c'est vraiment... on a parlé de développement ici, de profit pour les populations avec cette ouverture-là. On voit ce qui est en train de se passer à Djibouti, qui est en train de devenir petit à petit, avec les investissements qui sont en train d'être posés dans ce pays-là. En Éthiopie et de l'autre côté, on voit effectivement qu'il y a ce processus progressif d'intégration économique qui est en train de se mettre en marche et en place. Donc, Isaias Afewerki ne va plus s'enfermer justement, et je crois que s'il a hâte justement à aller dans le sens de la levée de cet embargo, c'est pour dire effectivement, même pour lui à l'intérieur du pays, ça commence à devenir intenable. Ça les connaît. Moi, je pense aussi que la position stratégique, le positionnement du pays sur cette partie de la Corne de l'Afrique aussi, est un couloir du commerce international. Absolument. On a pas mal de bateaux aujourd'hui dans l'échange international qui passaient par là et qui étaient plus ou moins, il y a quelques années, le couloir de la mort pour les bateaux qui étaient attaqués sans cesse par des djihadistes dans la zone. On a vu que cette situation s'est améliorée et pour la communauté internationale aussi, c'est un signe pour dire que la relation s'est améliorée dans la zone. Tout le monde fait un effort pour arriver à une collaboration et un vivre ensemble. Donc on va essayer à nouveau de donner une chance au pays ou à la région de pouvoir vivre correctement. Madame, j'aimerais ajouter que c'est vrai que cette levée de l'embargo qui va être votée fort probablement, c'est aussi une opportunité pour le gouvernement, le régime, le pouvoir érythréen de faire une avancée, de faire un geste vis-à-vis de conditions politiques intérieures. Il paraît que c'est un régime très autoritaire. Donc, le gouvernement doit lâcher du reste un peu pour permettre aux oppositions d'exister, voilà, pour que les droits fondamentaux soient acceptés et assumés et exercés par les oppositions et puis par les populations. Et donc, je pense que c'est un test et c'est au pouvoir de tenir, c'est-à-dire de profiter de cette opportunité pour libérer un peu la politique du pays et puis aussi les populations pour qu'elles vivent un peu d'une manière digne. Voilà. Alors, mais pardon, mais l'ONU n'a pas demandé, n'a pas exigé quoi que ce soit, n'a pas demandé des garanties au gouvernement érythréen. Parce que le secrétaire général Guterres, Antonio, a envoyé, il y a la commission justement dans la région pour essayer de voir au fond sur la question érythro-djiboutienne, sur la question érythro-somalienne, comment évolue la situation sur le terrain.
Et Guterres, enfin ses envoyés, sont revenus avec cette impression effectivement qu'il y a cette ouverture qui est en train de se mettre en place. Et que même en interne, les choses vont évoluer dans le bon sens si on levait ces sanctions sans condition. Parce que, comme l'a rappelé Obama, c'est que, effectivement, c'est par rapport au Al-Shabaab en Somalie que ces mesures d'embargo sur les armes et financières ont été prises et que maintenant, ce qui est intéressant dans cette séquence diplomatique, c'est justement le fait que, il y a eu des rencontres au sommet entre les dirigeants de ces 4 pays et que donc maintenant, par rapport au terrorisme de Al-Shabaab, il y a là un challenge très important qui est en train de se nouer. Maintenant que tous ces pays-là s'entendent, que vont devenir justement les Al-Shabaab? Ça, c'est la vraie question. Et je crois que l'ONU mise justement sur ça pour dire, oui, il faut aller vite, il faut lever cet embargo, il faut lever ces mesures de boycott pour permettre justement au régime de rentrer dans les jeux diplomatiques et donc de couper l'herbe sous les pieds des Al-Shabaab. Salif Koné. Alors, pour moi, je suis un peu le développement de M. Thiango, dans la mesure où on se rend compte que l'histoire nous a montré que même quand l'ONU mettait l'embargo sur les armes, sur la richesse de certains dignitaires ou un truc, on arrivait encore dans la diplomatie à alimenter de façon indirecte le pouvoir en armes, en pétrole, en dollars et tout ça. Donc, le temps faisant, et on se rend compte que cette manière de sanctionner les gouvernants n'est pas la bonne aujourd'hui, je pense. Il faut laisser du laisse et petit à petit, on sait. Mais alors, est-ce que au président Issa Afwerki, justement, on ne lui a pas laissé un petit peu le champ libre depuis quand même plus de 25 ans? C'est un peu une liberté conditionnelle. Parce qu'il y a eu je pense qu'avant d'annoncer cette décision, il y a eu des négociations qui ont été faites ensemble, des engagements qui ont été pris. Alors, pas avec l'Érythrée, parce que alors, depuis 2009, c'est depuis 2009 que l'ONU a enclenché, en tout cas a essayé d'enquêter sur ce qu'il se passe en Érythrée, mais aucune commission n'a jamais été autorisée à pénétrer ce pays, donc depuis 2009. Donc finalement, on sait très peu de choses de ce qu'il se passe là-bas. Donc justement, est-ce qu'on ne lui a pas laissé un peu trop le champ libre? On se pose quand même la question, quels moyens de pression existent aujourd'hui par rapport au régime érythréen? J'en vois un, parce qu'il faut savoir quand même que c'est l'Éthiopie qui est membre non permanent du Conseil de sécurité, qui a plaidé la cause de l'Érythrée, de son voisin. Donc il se porte un peu comme garant de respect, de l'engagement que le gouvernement érythréen va prendre vis-à-vis de la communauté internationale. Et donc je pense que ça c'est peut-être un élément très important, le rôle que l'Éthiopie va jouer dans la normalisation des relations au niveau régional et au niveau international. Donc, et aussi de la politique interne. Et de la politique interne aussi. Parce que on se rend compte que dans la région, les pays voisins ont pas mal d'investisseurs internationaux qui viennent. Donc, pour que ces investisseurs puissent aujourd'hui investir dans ces pays-là, il faut que dans la région, les voisins directs, aujourd'hui, donnent des gages de garantie et coûte que coûte, il faudrait qu'on trouve une solution d'entente pour que la région puisse être la plus stable possible, pour que des investisseurs étrangers puissent venir injecter des milliards, améliorer les conditions de vie des populations, parce que, sans vous couper, cette guerre qui a duré depuis 1993 a fait entre 54 000 et 137 000 morts. C'est beaucoup. Oui, c'est des populations aujourd'hui qui subissent. Et pour l'ONU, bon, c'est quelque chose qui devient intenable aussi pour nous. Et oui, tout à fait. Mais j'ajouterais aussi, mais tous ces acteurs internationaux, quels qu'ils soient, justement, ils ont intérêt à ce que la paix revienne durablement dans la région. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.